Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 28 mai 2023. Émission toute spéciale aujourd'hui, spéciale dans le format d'abord parce que nous passerons presque une heure dans l'univers d'un passionné de mots, dans un segment augmenté de Dans les coulisses du livre avec l'éditeur et auteur Yves Nadon. La chronique littéraire Raconte-moi une histoire s'y consacre aussi, puisque Marie Barguirgian et Mathilde Routy nous parlent de l'album d'Yves Nadon, Mon frère et moi, publié chez Deux. Aujourd'hui, on parle passionnément de livres, de lecture et de littérature jeunesse avec Yves Nadon. Dans les coulisses du livre. Dans les coulisses du livre, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on va prendre le temps parce que notre invité est quelqu'un de spécial et que je voulais lui laisser le temps de parler de littérature jeunesse et d'enseignement de la lecture et de l'écriture. Bonjour Yves Nadon. Bonjour Marie. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Moi aussi. Bienvenue à Imagemo à voix haute. Je vais d'abord vous présenter aux auditeurs et aux auditrices. Yves Nadon, vous êtes diplômé en enseignement de l'Université de Sherbrooke. Vous avez enseigné 35 ans au primaire dans la même région. Vous avez été chargé de cours à l'université du même nom. Vous avez fondé avec France Leduc, qui est aussi votre partenaire dans la vie, la maison d'édition 2. Vous avez déjà occupé le poste de directeur de la collection Carré Blanc aux éditions Les 400 coups. Vous êtes directeur général de chez Demeaux et Decret, qui organise le congrès du même nom. Vous dirigez l'équipe d'adaptation des collections, les ateliers de lecture et les ateliers d'écriture chez Chenelière Éducation. Vous donnez des conférences et des ateliers sur la littératie un peu partout dans le monde. Comme auteur, vous avez écrit notamment des albums pour enfants et des ouvrages sur la littératie. Et vous vous êtes mérité quelques prix. Le dernier, et non le moindre, tout récemment, le prix Claude Aubry décerné par IBI Canada pour service distingué en littérature de jeunesse. Ça, c'est tout un parcours. Et Yves, bravo. Oh, merci. On dirait mes funérailles. Mais c'est presque ça. Ça va être fait, check. Merci. Vous savez, cette année, les entrevues à Imagemo à voix haute durent environ 10 minutes. Mais moi, je ne me voyais pas être aussi limitée dans le temps. Alors, avec des complices que je vais vous présenter au fur et à mesure de l'émission, on va prendre le temps. Ah non, il ne faut pas avoir peur. On va flatter ça dans le sens du poil. On va prendre le temps avec vous, Yves. On va vous donner la parole, bien sûr, mais on va aussi écouter quelques témoignages recueillis auprès de personnes pour qui vous avez fait une différence, comme éditeur d'abord, mais aussi comme enseignant, comme formateur, comme auteur et comme être humain tout court. Alors, on va commencer par la première section, des gens pour qui vous faites la différence comme éditeur. Je suis Claude Cadubois, illustratrice. Cher Yves, c'est un bonheur de travailler avec toi. Bien sûr parce que tu es quelqu'un de passionné par l'enseignement, l'éducation et que rien n'est jamais acquis à tes yeux. Mais le plus formidable pour moi, c'est le respect que tu as de l'auteur. C'est ton enthousiasme à chaque fois que tu reçois une illustration qui t'émeut, qui te touche. Tu sais dire à l'auteur ton plaisir. Et sache-le, ces paillettes dans tes yeux, ça fait vraiment du bien au cœur. Merci Yves. Je m'appelle Marie Fradette. Moi, en fait, je joue avec la littérature jeunesse le plus souvent possible. Je la commande, je la lis, je la critique, je l'admire aussi beaucoup. Et grâce à Yves Nadon qui m'a ouvert les portes de sa maison d'édition, je pourrais dire que je participe maintenant en tant que directrice littéraire à la création d'une certaine façon de cette littérature-là. Je contribue à enrichir ce corpus, cette littérature qui évolue constamment. Merci Yves Nadon, humain sensible et exceptionnel, avec qui je crois bien avoir vécu ce qu'on appelle un coup de foudre professionnel. Je m'appelle Pauline Gagnon, je suis éditrice et j'ai longtemps été représentante et c'est là que ma route a croisé celle de Yves Nadon. Yves m'a ouvert le monde de la littérature jeunesse, m'a fait découvrir un univers que je ne cesse d'habiter depuis. Grâce à lui, j'ai vite compris que la vie d'un enfant peut être à tout jamais changée grâce à un livre. Alors pour tout ça, Yves, pour ta passion qui n'a pas pris une seule ride, merci.
Je m'appelle Christiane Duchesne, mon métier c'est d'écrire et surtout pour les enfants. C'est ce qui me rapproche de Yves Nadon qui lui a consacré sa vie aux enfants et à l'enfance. C'était un professeur exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un éditeur comme il en existe très peu. Mais pas seulement qu'éditeur. Le congrès de mots et de craie, c'est lui aussi. Ce congrès qui fait le bonheur, le grand bonheur des enseignants pour la mise en place d'une culture de la lecture et de l'écriture à l'école. Yves, c'est un novateur, un homme extrêmement précieux. Je suis Michael Escoffier, auteur d'albums jeunesse. J'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour Yves Nadon. Pour moi, Yves, c'est un éclaireur, c'est quelqu'un qui va pousser les murs, qui va nous obliger à penser contre nous-mêmes. C'est un éditeur alors exigeant, mais qui est très ouvert aux idées des autres et surtout qui n'hésite pas à prendre des risques. Alors c'est vrai qu'il est plutôt jeune, mais il a encore l'œil qui frise. Et surtout, il a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un de très drôle. Sa principale qualité, je dirais quand même, pour moi, ça reste sa compagne, France. Et je les embrasse tous les deux. Alors ça, c'est très, très drôle. C'est du Escoffier. Ça, c'est du Escoffier, oui. Alors, c'est drôle qu'il identifie France Leduc comme votre principale qualité. Et vous vous en doutez bien, France, c'est une de nos complices. Hein? Ben oui. Elle a bien caché son jeu. Elle a été très bonne. Elle est bonne, hein? Oui. Alors, vous avez fondé cette maison d'édition 2 en 2015 avec France. 2, D'-E-U-X. Oui. Pourquoi ça s'appelle 2, votre maison d'édition? Mais merci Marie, c'était vraiment surprenant tout ça. Je m'y attendais pas du tout. Non, hein? Et tu as vu ma réaction. Ben oui. Quand j'ai pris ma retraite de l'enseignement, c'était clair que je voulais pas arrêter de travailler. Je laissais la classe, mais pas l'enseignement. Je laissais les enfants dans la classe, mais pas les enfants dans le grand monde. Les circonstances ont fait que je n'étais plus aux 400 coups au moment où j'ai pris ma retraite. Puis sur le moment, je croyais que bon, c'est correct, que je vais faire autre chose, mais ça m'a vite manqué les gens. En tout cas, dans le milieu de la littérature. Ça, en parlant avec France, j'ai dit on part une maison d'édition, Puis je me souviens, on était dans le bois, puis on jasait ensemble sur comment on va l'appeler. Puis c'est venu. On s'est mis à discuter qu'on était 2 dans l'entreprise. On était 2 dans l'aventure. On parlait de notre vie tout le temps ensemble à 2. Puis le D' est venu rapidement avec le 2 parce que on voulait pas parler de nous, on voulait parler de eux. Alors, eux qui lisent, eux qui créent, eux qui dessinent. Ah oui. Alors, le 2 fait référence aux gens à qui on s'adresse. C'est pour eux. Mais ça vient d'eux aussi. Oui. Les textes et les créations. On s'est aperçu après coup que le fait qu'on s'appelle 2, comme ça créait toutes sortes de jeux de mots assez intéressants. Oui, c'est vraiment bien, c'est chouette de comprendre ça. Oui. Alors, on va passer des livres que vous publiez aux livres que vous écrivez, Yves, comme auteur. On va d'abord écouter une des toutes nouvelles capsules « Raconte-moi une histoire » qu'on diffuse à l'intérieur de l'émission à propos, justement, d'un de vos livres. Et oui, c'est tout arrangé avec le gars de la radio qui est de l'autre côté. Alors, on écoute maintenant la chronique littéraire de On a tous besoin d'histoire avec Marie Barguirgian et Mathilde Routy. On découvre ou on redécouvre Mon frère et moi d'Yves Nadon et Jean Claverie, publié chez 2. On écoute. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Pour cette chronique, nous avons ressorti un album de nos bibliothèques. Un titre publié en 2018, Mon frère et moi, écrit par Yves Nadon et illustré par Jean Claverie, publié aux éditions 2. Oui, et ils allaient d'ailleurs gagner le prix des libraires du Québec en 2019 avec cet album. La trame de Mon frère et moi est toute simple. 2 frères, comme chaque été au chalet familial, nagent jusqu'au rocher. D'où je suis, il semble encore plus grand que dans mes souvenirs. Gris, immense, solide, un mur. Et chaque année, l'aîné grimpe au sommet et saute. Pour la première fois, il interpelle son petit frère et décrète qu'il est assez grand. À toi maintenant.
Malgré sa peur, le jeune garçon se laisse bousculer par ce grand frère qu'il admire. L'album évoque avec délicatesse et grande poésie le dépassement de soi et la puissance de l'encouragement. Même du haut du rocher, je vois les yeux de mon frère, au-dessus de l'eau, qui m'encouragent. Les illustrations de Jean Claverie, dans un mélange de crayons, pastels et aquarelles sur des pages brunes, accentuent l'intensité émotionnelle du récit. Le jeu des prises de vue, choisies et très variées, permettent de mesurer tantôt l'immensité du rocher, tantôt la peur du garçon lorsqu'il est à son sommet. On est tout près de lui, on est lui. Cette ascension au sommet du rocher et ce grand saut, nous les faisons ensemble. C'est par le mouvement, à l'image des animaux, que le garçon transcende sa crainte. Tel un chat, il grimpe aisément le rocher. Tel un oiseau, il s'élance avec grâce dans le vide. Et tel un poisson, il nage en toute liberté. Car ce saut est aussi le symbole d'une étape franchie vers la liberté. Un grand album, et d'ailleurs en formation, je l'évoque souvent cet album aussi parce qu'il représente des personnages à la peau noire. Malgré notre volonté collective, il faut reconnaître qu'il y en a encore très peu, trop peu de ce type d'album. Oui, tu as tout à fait raison, Marie. Alors, citons à la volée quelques albums incontournables avec des personnages noirs. D'abord, pour les tout petits, Mon château d'Ilia Green, chez Nathan Jeunesse, Ami, Ami de Chris Rachka, à la joie de lire, ou encore Va chercher de Michael Escoffier et Mathieu Maudet à l'école des loisirs. Et pour les plus grands, un peu plus grands, Jabari Plonge de Gaïa Cornwall chez Deux. Nous l'avons déjà chroniqué d'ailleurs. Albertine Petit Brin d'Amour déteste les choux de Bruxelles, d'Anne Renaud et Élodie Duhameau à la courte échelle. Et puis Julien est une sirène de Jessica Love chez Pastel. Alors rappelons le titre de cet album touchant et maîtrisé, Mon frère et moi, d'Yves Nadon et Jean Claverie, publié chez Deux. Et sur le site de l'émission, comme d'habitude, on met toutes les références à propos de l'album et des autres qui ont été mentionnées, et aussi des productions de Marie Barguerdjian et de On a tous besoin d'histoire. Yves, vous avez écrit 4 albums pour les jeunes, Ma maman du photomaton, Mon chien gruyère, Grand-mère, Elle et moi, qui sont publiés aux 400 coups, et Mon frère et moi, dont Marie et Mathilde viennent de nous parler dans leur chronique. On a aussi d'autres experts dans l'émission qui voulaient parler de votre travail d'auteur. Alors, on va prendre le temps d'écouter quelques témoignages d'enfants qui ont lu vos albums et qui nous parlent de ce qu'ils ont remarqué et retenu. Je m'appelle Alicune. Je suis une élève de 5e année. Yves Nadon m'a montré que les albums nous montrent à devenir de meilleures personnes et qu'il y a des morales à en tirer. J'adore ces livres parce qu'ils sont inspirants. Sinon, j'ai beaucoup aimé le livre Mon frère et moi. Je m'appelle Isaac, je suis un élève de 5e année. Les livres d'Yves Nadon qui sont remplis d'émotions m'appellent. Bonjour, je m'appelle Liliane Lalonde et j'ai 12 ans. En première, 2e année, j'étais dans la classe de Madame Martine, qui est bonne amie avec Yves Nadon. Elle l'a fait venir plusieurs fois dans la classe et j'adorais ses livres. Les livres Mon frère et moi et Grand-mère, Elle et moi m'ont beaucoup inspiré pour écrire de meilleures histoires quand j'avais 8 ans. Être en contact avec différents auteurs m'a permis de découvrir plusieurs styles littéraires et de développer le mien. Aujourd'hui, j'aime encore beaucoup la lecture, tellement que parfois, je me fais chicaner le soir quand je refuse d'arrêter de lire pour aller me coucher. Bonjour, je m'appelle Arthur Martineau-Sicotte. Je suis dans une classe de 2e année. Quand je lis Mon frère et moi, et aussi Grand-mère, Elle et moi, j'ai trouvé des mots précis, vraiment des mots précis. Par exemple, dans la première page de Grand-mère, Elle et moi, j'ai trouvé « Quand j'étais enfant, ma grand-mère possédait une jument. Cadence, elle se nommait. Elle était si grande que souvent, j'avais l'impression qu'elle touchait les nuages. J'admirais tellement grand-mère de la monter. » Moi, dans mon travail d'auteur, en 2e année, ça m'encourage à faire plus de mots précis. Vous réagissez comment en entendant ça? Oh, c'est joli. Non, c'est... Comment je réagis?
Ben, je suis touché. C'est beau d'entendre des enfants en parler. Là. Ouais. Oui, touché. Ben, je suis touché. Touché. Oui, Touché la tortue. Touché et content de voir qu'en dehors que ce soit mes livres, ce que les livres apportent aux enfants dans un contexte scolaire extraordinaire, ce que ça peut être. Faut aussi dire qu'il y a des enseignants extraordinaires derrière ces enfants-là. Évidemment, on va les nommer Ouais. tout à l'heure. Ouais. Vous abordez des sujets profonds dans vos albums, la mort, la vie qui se poursuit, le suicide d'un parent, la confiance en soi, le courage, les moments tendres. Ça vient d'où, ce besoin d'écrire? Ça date de quand? C'est venu tard. Ah oui? C'est venu tard. C'est venu d'un Daniel Pennac qui me dit que je devais écrire. Ah, Puis moi qui dis, ben non, il y a des gens bien meilleurs que moi. Puis je suis encore convaincu qu'il y a encore des gens bien meilleurs que moi. mais les préoccupations étaient là, je vois bien. Je veux dire, ces valeurs humanistes-là, là, je les porte depuis longtemps pour bien des raisons, mais que ça s'est traduit en écriture, je pourrais pas dire pourquoi que ça s'est traduit comme ça. J'aime quand même rire, je suis quelqu'un qui aime bien rire, puis qui peut être rigolo et très festif, mais on dirait que l'écriture, pour moi, devient un endroit pour réfléchir, puis cette réflexion-là m'amène à parler de sujets plus complexes, disons, sans, je crois, les rendre lourds, mais en tout cas, les mettre sur la place, en tout cas. Comme la vie, quoi. Je trouve juste que c'est la vie. Ah, c'est beau, ça. Ouais. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on pourrait ou qu'est-ce qu'on pourra lire bientôt d'Yves Nadon? Est-ce que ça va être de la fiction pour les enfants? Est-ce que ça serait des livres de pédagogie? On dirait que la pédagogie, j'ai des collègues assez compétentes maintenant, je crois, qui prennent le flambeau et qui le font... Ils font bien. De façon... encore plus grand que ce que j'aurais pu faire, je trouve. Ça, c'est, on dirait que je prends position, naturellement, ça c'est bien, mais, ou c'est mal, je sais pas. Mais non, c'est bien, moi je le sais. J'ai un texte qui s'en vient sur la maladie d'Alzheimer qui va être illustré par Nathalie Novi en 2024. Là, oh oui, publié chez Deux? Publié chez Deux, oui. Oh, on a très, très hâte de lire ça. Mais un texte, je suis assez content de ce texte-là. Le sujet est amené en toute... c'est assez... élevant, là. Ah oui? Oui. Ah oui, mon Dieu, on a hâte de lire ça en 2024. Oui. Il faudra être patient. Oui. Quel type de lecteur êtes-vous, Yves Nadon? Qu'est-ce que vous aimez lire, vous? Je dirais que j'aime lire le même genre de texte que ce que j'écris. J'aime les livres qui me bousculent un peu. J'aime les livres qui me mettent à la place de quelqu'un d'autre. J'aime les livres qui me font travailler mes positions, de pas rien prendre pour acquis, je dirais. OK. Dans mes conceptions humanistes ou comment je vois certaines personnes. C'est le type de livre que j'aime, en tout cas. Qui me font changer de position. Qui j'espère, me font changer de position. Je m'aperçois avec un recul sur 66 ans de vie que c'est facile de dire qu'on n'est pas raciste, qu'on n'est pas si, mais je me dis, il n'y a pas un raciste qui reconnaît qu'il est raciste. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire? Je trouve ça important que moi aussi, je me mette dans la position que moi aussi, j'ai des choses à améliorer, des choses à changer. Puis parfois, la littérature va me mettre dans une position, je suis obligé de regarder mes propres positions et dire, bon, il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Il faut que je me mette à la place de... T'sais, on dit toujours que c'est une occasion parfaite de se mettre à la place de l'autre, mais je trouve souvent on vit dans une chambre d'écho où la place de l'autre, c'est nous, puis on se tient avec des gens qui sont comme nous, puis la chambre d'écho, elle est très, très forte. C'est bien de sortir de la chambre d'écho. Puis la littérature peut aider à nous sortir de la chambre d'écho, comme la culture, les films, le théâtre et tout. Mais je trouve qu'il faut se mettre en position que moi aussi, je dois changer des choses et non pas juste les autres. Plus par la fiction ou qu'est-ce qui vous attire davantage alors? J'aime beaucoup les essais. Oui, c'est ça. Il y a des essais. J'aime beaucoup les essais. Je peux pas dire que je suis un grand lecteur d'essais, mais j'en lis de façon ponctuelle. Mais la fiction reste ma préférence. Mais les essais, oui. OK. Donc, c'est... Donc, des textes d'opinion qui font réfléchir. Oui, par des gens articulés avec qui je ne suis pas nécessairement d'accord. Mais c'est bien de savoir la position de l'autre puis d'essayer de comprendre la position. Si ce n'est que pour mieux articuler la mienne, du moins nuancer la mienne. J'aime le mot nuance. J'aime que la littérature apporte des nuances, en tout cas. Okay. Quelqu'un n'est pas nécessairement méchant partout. Ça, c'est bien de le savoir. Ça, c'est bien. Ouais. C'est la tradition, Yves, à Imagémo. À voix haute, on invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraires jeunesse. Est-ce que vous avez une suggestion pour nous? Oui, mais c'est toujours compliqué, mais c'est influencé par ce que je vis en ce moment. Puis là, je suis dans le congrès avec les invités, puis on reçoit un auteur extraordinaire qui s'appelle Timothée de Fontbelle. Oui.
Et Esther Anderson de Timothée Fondel est mon coup de cœur. Un livre qui est un bel objet, de un. Le papier est beau, le format et tout. Les dessins qui font sembler à s'emper. Oui, c'est vrai. Puis un texte très intimiste et où on se reconnaît parce que c'est le premier amour de jeunesse lors d'un été. C'est magnifique, c'est ce magnifique. livre-là. C'est magnifique. Et effectivement, même l'illustration, c'est vraiment très, tout est très parfait. beau. Puis il y a des phrases à relire. Oui. Puis en fait, c'est un livre qui s'adresse à des jeunes. Mais qui peut être lu par... C'est la grandeur de la littérature jeunesse, je trouve. C'est écrit... moi, je dis toujours, ça peut être lu par des enfants de 7 ans. Oui. Mais ça n'empêche pas que ma vieille belle-mère de 95 ans va apprécier Esther Anderson. Puis les adolescents vont s'y reconnaître aussi. Tout le monde. C'est de la littérature pour tout le monde, mais que les enfants peuvent lire. Oui, on leur donne accès à ça. Alors, on l'a mentionné plus tôt. Vous avez été d'abord enseignant pendant 35 ans. De bons et loyaux services. Vous aviez déjà à l'époque une conception toute personnelle de l'enseignement, de la lecture et de l'écriture, et vous avez fait de votre classe un milieu de vie fascinant et invitant pour les petits. Qu'est-ce qui vous a guidé dans vos choix pédagogiques à l'époque, Yves? Parce qu'on recule dans le temps. Oui. C'est parfois dur à expliquer. J'ai eu une mère lectrice. Oui. Je pense que ça a placé les fondations de la maison assez forte. À l'époque où j'étais, on est dans les années 60, là. Une mère qui lisait beaucoup, puis une mère qui était... Ma mère, elle est fille d'immigrés russes, ukrainiennes, qui ne parlait pas français avant qu'elle ait une trentaine d'années, dans un milieu hyper catholique de Saint-Jérôme. Alors, ça, j'avais une mère qui était un peu pas contestatrice, mais un petit peu à part, ce qui m'a aidé à comprendre certaines choses aussi maintenant. Puis elle lisait beaucoup, contrairement à mon père qui lisait pas du tout. Il y a elle qui a placé les fondations. Ensuite, il y a les rencontres que l'on fait, parce que c'est clair, comme jeune enseignant, j'étais lecteur, je voulais l'amener aux enfants, wow, les livres. Mais après ça, il y a tous les enseignants que j'ai rencontrés qui faisaient un boulot extraordinaire. Puis j'ai été très chanceux, je trouve, en début de carrière, de rencontrer les bonnes personnes, parce que j'aurais pu rencontrer d'autres enseignants que ceux-là. Mais j'ai rencontré de bonnes personnes qui m'ont très bien influencé, puis aligné rapidement. Après 5 ans d'enseignement, j'ai rencontré des gens qui m'ont aligné. Mes passions, je pouvais les rendre très fortes et efficaces dans une salle de classe, plutôt que disparates et chaotiques un peu. Juste de bonnes intentions, mais pas beaucoup de structure. Mais j'ai des gens, c'est ça, mon expérience repose sur les épaules d'enseignants extraordinaires. Puis dans les courants pédagogiques, là, on va plus vers les États-Unis, la France, pour l'enseignement de la lecture particulièrement. Oui, il y avait un courant intéressant. Freinet est un courant intéressant en France. Mais Freinet, ça fait des décennies. Je trouve qu'il y a des choses qui ont évolué, qu'on doit tenir compte. Mais aux États-Unis, il y avait des courants hyper intéressants qui sont toujours présents. Qu'on pourra discuter peut-être plus tard, qui ont bien influencé. Oui, ça se passait en anglais, les bonnes influences. Mais j'ai rencontré des enseignants francophones qui intégraient tout ça. Et voilà. Pas juste au Québec, dans la francophonie. Dans la francophonie, oui. Et qu'est-ce que vous tenez à dire aux enseignants d'aujourd'hui? Là, on a quand même 5 minutes. La première chose, malgré ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on entend, le bruit de fond qui dit que c'est un métier très lourd et tout, c'est pas un métier lourd. C'est un beau métier. Oui. C'est un métier exigeant, puis c'est pas pour n'importe qui. Mais ça, on le dit pas assez. C'est pas n'importe qui devrait se retrouver dans une classe au primaire. Ça demande des compétences assez fortes qu'on ne dit pas assez, je trouve. Mais c'est pas vrai que c'est lourd. Je connais des situations qui sont pas facile dans certaines classes, mais j'en visite beaucoup. Ça, je dirais pas que c'est lourd, je dirais que c'est exigeant. Voilà. Ça, c'est le premier message. Que quand on est avec des gamins, il faudrait apprécier qu'on soit avec des gamins. Il ne faudrait pas regarder la bureaucratie, les exigences X du ministère, ce que le ministre Drainville a dit dernièrement, qui vient alourdir comment on voit le travail. Mais il faudrait accepter d'être avec des gamins dans une classe, puis de vivre avec ces gamins-là, puis de les considérer. C'est des gamins, ils ont des vies, ils ont une famille, c'est pas des numéros, c'est pas des enfants qui doivent performer pour le test que j'aurais fait, puis que je veux qu'ils performent pour le test que j'ai fait, je vais les juger selon c'est des gamins. Puis il va falloir accepter qu'on vit avec des gamins. Puis ça, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai dit toujours, j'ai eu le privilège d'avoir 35 ans d'enseignement, j'ai eu 35 clubs de lecture avec des gamins entre 5 et 11 ans, selon les âges.
suis quand même privilégié d'avoir discuté littérature, écriture et tout avec ces gamins-là, puis d'avoir affecté leur vie, puis de les avoir vus grandir ensuite, puis ils sont devenus des adultes. Ça sera le premier message. Il y aura plein de choses à dire là, en plus. Mais un, c'est pas pour n'importe qui. Deux, il va falloir placer nos énergies aux bonnes places. Et c'est-à-dire? Ben, je vois plein de jeunes enseignants qui disent sur Internet et partout, maintenant qu'on a ça, qu'ils enseignent sans cahier, puis ils en sont fiers. Puis je me dis, la fierté ne devrait pas être là. La fierté devrait être, qu'est-ce que je vais faire d'efficace en lecture-écriture? Comment je vais enseigner pour que mes enfants demeurent lecteurs et scripteurs et auteurs pour le reste de leur vie, qu'ils deviennent de bons citoyens? Ensuite, je choisis les outils. Mais de tout de suite dire j'enseigne sans cahier, ça fait en sorte que ce que je vois, moi, de jeunes enseignants qui s'épuisent, c'est qu'ils font le cahier, mais ils le font chez eux. Oui, c'est ça. Ils le font eux-mêmes. Mais tant qu'à le faire toi-même, t'es-tu bien d'en acheter un, puis tu vas te sauver le trouble. C'est beaucoup d'énergie passée le soir à plastifier, à faire l'affiche et tout, que si on enseigne sans cahier, comme moi et d'autres collègues ont réussi à faire, c'est t'as pas besoin de ces fiches-là. T'as besoin de papier, crayon, des élèves, des bons livres. Puis le reste, on va le faire avec nos conversations puis le travail en classe. Mais on n'a pas besoin de refaire un cahier maison pour pouvoir enseigner. Ce qui enlève beaucoup d'énergie, je trouve. Ce que je vois ces temps-ci. Des gens épuisés parce qu'ils travaillent très fort à la maison pour pouvoir donner ça aux enfants. Puis en bout de piste, on pourrait discuter de la valeur de la chose. C'est peut-être pas si rentable que ça, finalement. C'est joli, c'est cute, mais c'est peut-être pas si rentable que ça. Puis 3, il va falloir travailler fort, tout le monde ensemble, pour que les profs aient du temps pour se perfectionner. Ben oui. Puis ça, peut-être, je m'adresse au ministre Drainville quand je dis ça. S'il y a bien une priorité... Personnellement. Oui, mais... Bonjour Bernard. Bonjour. Je sais que tu es à l'écoute, voilà. Mais il va falloir qu'on travaille fort, tout le monde, pour que les... C'est un métier, je disais l'autre jour en métaphore, le dentiste que j'ai se perfectionne. Puis je suis content qu'il n'utilise pas les mêmes outils qu'il y a 20 ans. Puis le métier d'enseignant, c'est un métier vraiment en mouvement. C'est pas 4 ans d'université qui font que tu es un prof compétent. C'est l'expérience sur le terrain, mais avec du questionnement et avec du perfectionnement. Et ça, là-dessus, on ne travaille pas assez fort comme société à dire c'est un métier qui demande d'être en continuel perfectionnement. Puis qu'est-ce qu'on va mettre en place comme moyen pour que les profs puissent se perfectionner, devenir meilleurs et en tirer une grande satisfaction. Tu sais, Marie, il y a beaucoup de gens qui sont épuisés parce qu'ils ont l'impression de donner leur 200%. Puis ils voient que c'est peut-être pas rentable. Il y a quelque chose de fantastique quand tu sais que tu as bien enseigné une journée, puis les enfants ont donné. C'est moins épuisant. On doit faire une courte pause. Restez avec nous au retour. On poursuit notre rencontre avec Yves et Nadon et on écoute ce que quelques-uns de vos anciens élèves tenaient à vous dire. À tout de suite. Dans les coulisses du livre. On est toujours avec Yves Nadon. En première partie, on a parlé à l'éditeur, à l'auteur et à l'enseignant. On va prendre maintenant le temps, quelques minutes, pour écouter certains témoignages d'anciens et anciennes élèves et même des parents d'élèves qui sont passés dans votre classe. On écoute. Bonjour, je suis Virginie Lévesque. J'ai été étudiante des Yves Nadon à l'école collectif. Donc, ça fait plusieurs années. Et puis, je pourrais dire que Yves nous a montré la passion pour la lecture et il nous a fait connaître Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Il nous a raconté les histoires d'une façon incroyable et je pense que autant moi que mes compagnons de classe, ça va rester gravé dans nos cœurs pour toujours. C'était une expérience magnifique que je chéris avec tout mon cœur. Mon nom est Jean-Sébastien Gagnon et je suis un ancien étudiant d'Yves Nadon à l'école alternative de Sherbrooke au début des années 80. Yves, c'est celui qui m'a rendu curieux, qui m'a donné le goût de l'aventure et de la découverte et qui fait qu'encore aujourd'hui, je voyage quasi la totalité du temps pour le travail, entre autres avec le Cirque du Soleil. Yves, c'est aussi celui qui a aménagé notre classe en 3e et 4e année pour nous donner le goût de lire et nous donner un privilège d'aller lire dans des endroits spéciaux à l'intérieur même de notre classe. Je m'appelle Laurie Dubreuil et je suis une ancienne élève. Je suis entrée dans la classe de première année d'Yves Nadon avec un grand intérêt pour la lecture et l'écriture et il l'a rapidement détecté. Monsieur Nadon a su s'adapter au niveau auquel j'étais rendue en m'encourageant à réaliser mes projets de petit auteur et à utiliser les forces que j'avais pour aider les autres.
j'ai commencé à développer dans sa classe une passion grandissante pour le langage, la lecture, l'écriture et la relation d'aide qui m'ont mené aujourd'hui vers des études à la maîtrise en orthophonie. Merci Yves pour ton impact majeur dans ma vie. Mon nom est Zachary. Et moi, c'est David. Nous sommes tous les deux des anciens élèves de Yves et je peux dire avec assurance qu'il a été notre professeur préféré de tous les temps. Et oui, malgré toutes les fois, il m'a assis sur les casiers dans le corridor en guise de conséquence parce que j'ai été trop tannant. Yves a transmis à ses élèves sa curiosité, sa passion pour apprendre ainsi que son énergie positive qui a reflété sur chacun de nous. Yves crée un univers idéal pour apprendre. Dans la classe, on avait un deuxième étage, des divans et même des poufs pour aller lire. On pouvait même redescendre de cet étage-là avec un poteau de pompier. Il m'a aussi marqué par son implication envers ses étudiants. Il nous amenait pendant plusieurs jours à l'extérieur de la classe pour qu'on puisse s'amuser au camp Beau Séjour, un camp qui m'a vraiment marqué. Il apportait ses animaux dans la classe, dont une iguane, son chien gruyère, avec qui il nous a fait une belle musique avec sa guitare, et j'en passe. Merci de nous avoir inspiré, Yves. Marie-France Tanguay, parent de la classe. Yves savait dès les premières minutes de notre rencontre parents-enseignants en début d'année scolaire comment établir un climat de confiance et de proximité avec nous. De par ce qu'il dégageait, ses valeurs humaines, sa vision différente, ses méthodes pédagogiques hors des sentiers battus, il nous a immédiatement séduits, puis le lien de confiance a grandi en complicité et même en amitié par la suite. Il nous a invités à lui partager nos talents particuliers, notre métier, nos passions pour en faire profiter à ses élèves. C'est une façon géniale de favoriser les apprentissages, de rendre les enfants fiers et de développer en même temps un sentiment d'appartenance à la classe quand tout le monde est appelé à s'impliquer. Rapidement sont nés des projets comme un album Histoire de famille, une construction d'un deuxième étage dans la classe, des entrevues d'opinion loufoques et même qu'une levée de fonds a été organisée sous forme d'un parachuton pour le camp de fin d'année. Yves était prêt à hypothéquer même ses fins de semaine pour offrir des opportunités mémorables à ses élèves, ce qui fait juste faire en sorte que nous, comme parents, on avait le goût de s'investir encore plus. Merci du fond du cœur, Yves. Je m'appelle Guillaume Jacques. J'ai eu la chance, le privilège même, d'être un élève d'Yves il y a déjà 30 ans. Notre classe, c'était certainement un lieu d'apprentissage durable, profond et stimulant, mais c'était surtout un tremplin. Un tremplin réfléchi, planifié et élaboré de manière à propulser les élèves au-delà du cadre scolaire, dans leur quotidien, équipés d'un bagage de compétences et d'habiletés pour penser, créer, communiquer et collaborer en société. Au-delà de mes passions pour la lecture, l'écriture et les mots, je réalise, avec du recul, que plusieurs autres de mes passions, mes intérêts ou mes talents ont pour origine les 1001 projets, aventures ou activités dans lesquelles Yves a su si brillamment nous entraîner. C'est ce qu'il est, Yves, un attiseur de passion, à la fois pour ses élèves ou pour ses collègues pédagogues. Merci pour tout, Yves. Bonjour, je suis Nathalie, une ancienne étudiante d'Yves Nadon à l'Université de Sherbrooke au bac en adaptation scolaire et sociale et mère de Loïc. Donc, Yves, pour moi, je voulais témoigner comment il y avait eu un impact dans ma vie d'étudiante. Il était chargé de cours pour un cours sur la lecture et je me rappelle qu'il nous avait fait vivre une expérience là, où on devait décoder des pictogrammes pour apprendre un peu ce que ça demandait à un enfant là, d'apprendre à lire. Donc, on avait vu un peu toute la difficulté puis tout l'effort que ça demandait. La lecture, il nous avait beaucoup sensibilisés à tout ça. Et par la suite, mon fils a eu le bonheur là, de l'avoir comme enseignant pendant 2 ans et lui a transmis vraiment une passion de la lecture. Aujourd'hui, Loïc a 17 ans et puis il dépense pas mal de ses payes en livres de toutes sortes qu'il lit pendant des heures et des heures la fin de semaine. Donc, c'est un beau cadeau. Ça a été précieux, cette rencontre-là, pour moi et pour lui. On est toujours ému, hein, comme enseignant, quand on retrouve des élèves ou qu'on a des nouvelles d'eux devenus adultes. C'est très touchant, trouvez-vous? C'est touchant de les voir devenir des adultes qui sont chouettes, qui sont cohérents avec ce qu'ils étaient quand ils étaient petits. Ouais. Mais je te hais, Marie-Laure. C'est trop drôle. Profondément. Oh! Mais je te déstabilise un voilà, petit peu. Ça, hein? je m'y attendais pas, ça. J'imagine le travail pour retrouver tous ces gens-là. Mais ça s'est pas fait tout seul. Ça s'est pas fait tout seul. J'imagine que je vais devoir remercier d'autres personnes. Ah, écoute, je vais te fournir une liste. Oui. Oui. Mais c'est des jeunes, puis c'est des parents qui reconnaissent la confiance que vous aviez
dans le potentiel des petits. Il rappelle aussi l'importance que les livres ont toujours pris dans votre classe, le nombre de livres, l'aménagement de l'espace d'une classe où lire est valorisé, les différents dispositifs de lecture. Est-ce que vous pensez toujours que ce sont des gages de réussite scolaire? Pas nécessairement les dispositifs, mais d'avoir un enseignant qui est lecteur, passionnément, qui est enseignant pas juste parce qu'il aime les enfants, mais parce qu'il veut transmettre des connaissances et des façons d'être aux enfants, et ça donne qu'il aime les enfants en même temps. Ouais. Mais le but premier, c'est pas d'aimer les enfants, c'est de leur amener une citoyenneté à travers la lecture, l'écriture, la réflexion, les sciences et tout. Je pense que ça, c'est un gage de réussite. Les autres choses peuvent être des artifices tellement inutiles si on... On peut faire un deuxième étage dans une classe, mais c'est pas vraiment rentable. Un deuxième étage dans une classe pour agrandir l'espace de lecture, qu'on aménage avec des livres, qu'on fait vivre, qu'on permet aux enfants. Là, c'est différent. Ouais. Je veux dire, je dis toujours, c'est pas le deuxième étage qui était fantastique, c'est le fait qu'on était une belle communauté qui s'aimait beaucoup et qu'on avait un beau lieu pour être ensemble aussi, et qu'on en profitait. Ça, je pense, c'est des gages de réussite, mais je ramène toujours ça c'est l'enseignant le plus important. Ouais. Le reste, je veux dire, j'aurais pas enseigné à Beyrouth dans des conditions... J'espère, j'aurais amené de quoi aux enfants aussi. Mais là, écoute, j'ai eu des conditions fantastiques quand même, 25 ans dans la même classe. Oui, c'est bien. C'est pas donné à tout le monde. Non, effectivement. Dans un beau milieu. Oui, ça bouge, effectivement. Et une autre époque, Marie, où la classe, les parents venaient quand ils voulaient. Là, c'était pas sur rendez-vous, c'était... Tu fais juste annoncer au secrétariat et tu viens, mais... Tu viens pour aider à être avec les gamins, pas être avec juste le tien. Et ça m'apparaît aussi important. Ouais. Quelque chose qui va faire ramener les parents à l'école de façon... Ben oui, qu'on leur donne une place et qu'ils se sentent bienvenus. Dans le dernier témoignage qu'on a entendu tantôt, Nathalie, la maman de Loïc, disait aussi que vous lui aviez donné un cours sur la lecture à l'Université de Sherbrooke. Donc, on va passer à une autre facette, si vous voulez bien, et parler de l'impact que vous avez eu et que vous avez toujours comme formateur. On le disait en introduction, vous avez maintenant pris votre retraite de l'enseignement au primaire. Vous avez aussi quitté l'Université de Sherbrooke, mais vous offrez toujours des formations et des ateliers sur la littératie, comme consultant en éducation ou encore via le congrès de mots et de craies qui vous sort par les oreilles actuellement pendant qu'on enregistre. Avant d'aller écouter la prochaine série de témoignages, je voudrais apporter aussi mon témoignage à moi. À l'époque, il y a plus d'une dizaine d'années, j'étais conseillère pédagogique de français. J'avais parfois l'impression de me battre contre des moulins à vent parce que je rencontrais des équipes d'enseignants qui ne juraient que par les cahiers d'exercices et les collections en français. Dans une conférence, dans un congrès de la KEP, vous m'avez complètement happée parce que vous aviez évoqué la métaphore du vélo stationnaire. Est-ce que vous voulez bien nous raconter cette métaphore? Oui, je veux bien. Mais quelle chose qu'à la conférence d'ouverture de la CAP cette fois-là. C'était... mémorable. Mémorable, et le silence dans la salle jusqu'à ce que ça tourne. Écoutez, on n'aurait pas entendu un clou tomber par terre. C'était... Ça, voici. Si on compare l'enseignement de la lecture avec le vélo, c'est un peu comme si on disait, on va maintenant avoir des écoles nationales, tout le monde va prendre le vélo, Monsieur Drainville y tient, on va commencer à la maternelle. Mais comme les classes sont dans des lieux sécurisés, c'est compliqué sortir dehors, ça demande des règles et tout. Bon, on va apprendre sur des vélos stationnaires dans les classes. Mm-hmm. On va les rendre jolis, par contre, ils vont être colorés. Puis plus ça va, plus il va y avoir des nouveaux sortes de vélos qui sont encore plus colorés, plus jolis. On va leur installer un iPad où tu vas pouvoir voir ce que tu vas dehors. Mais toujours stationnaire. Toujours stationnaire, par contre. On dirait, tu pédales, mais tu vas nulle part. Uh-huh. Ça serait un peu ça. Il y aurait ça dans le plan national, puis on fournirait tous les outils aux enseignants, puis tout le monde aurait les vélos. Mais pour des questions de facilité, tous les vélos auraient le siège au même endroit, avec la même difficulté de pédale, parce qu'il faut quand même pas exagérer. Faudrait pas que le prof se mette à jouer avec le siège, puis la vitesse, puis bon, ça va être plus facile comme ça. Tout le monde a le même vélo et tout. Puis au gamin qui s'appelle Kevin, qui dit qu'il n'arrive pas à pédaler, qu'il n'arrive pas à toucher les pédales parce qu'il est trop petit, vous allez lui dire la belle phrase pédagogique mais fais un effort, Kevin, au lieu d'adapter le vélo. Ça, en même temps qu'il y aurait ça, il y aurait quelques écoles innovantes qui, eux, auraient de vrais vélos et sortiraient les enfants dehors ou auraient des vélos stationnaires peut-être pour pratiquer quelques petites choses, mais les enfants connaîtraient vite la joie d'être dehors, d'avoir le vent dans les cheveux, de connaître l'effort pour monter une côte,
d'avoir des cours pour comment on gère notre effort et tout. Il y aurait la joie d'être avec les copains, de faire le pique-nique. Bref, ils apprendraient à faire le vélo en même temps qu'ils apprennent les joies de faire du vélo. Puis il y aurait des bonnes chances que ces gens-là vont rester cyclistes pour le reste de leur vie. Mais ceux dans les vélos stationnaires, il y en a beaucoup qui vont dire, une fois la formation finie, je ne ferai plus jamais de vélo. C'est ça. Vrai, voilà. Alors, merci. Donc, cette analogie... Ça peut sembler innovant, mais enseigner avec des vrais livres, c'est un peu comme enseigner le vélo avec des vrais vélos. Voilà. Personne ne se dit que c'est innovant d'enseigner avec de vrais vélos, mais là, on dit c'est innovant d'enseigner la lecture avec de vrais livres, quand ça ne devrait pas être innovant. Voilà. Ouais. Alors, on va prendre quelques minutes pour écouter quelques-unes de ces personnes qui ont, elles aussi, été marquées par vos formations. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les autres complices dans la préparation de cette émission, les enseignantes Martine Arpin et Isabelle Robert, et Isabelle Denis aussi. Le premier témoignage qu'on va entendre ici, c'est celui de Martin Lépine, qui est vice-doyen à la Faculté de l'éducation de l'Université de Sherbrooke. Cher Yves, c'est un réel plaisir de participer à cet hommage te concernant. C'est tellement mérité. Je me rappellerai toujours du jour où on s'est rencontrés dans un ascenseur, dans un congrès de l'AQEP, où j'avais évoqué le fait que j'étais tout d'un coup en train de lever avec mon idole et finalement que tu deviennes aussi un ami, un voisin, un collègue, un complice. Bref, ensemble, on forme un couple professionnel redoutable. Je suis Diane Ouellette de l'Île du Prince-Édouard et je serai éternellement reconnaissante à Yves Nadon pour l'impact qu'il a eu sur moi comme enseignante et comme leader. Yves est une grande source d'inspiration pour les enseignants francophones d'un bout à l'autre du pays ainsi qu'en Europe. L'une des actions marquantes que nous avons prises dans notre province à cause d'Yves fut de placer la littérature jeunesse au centre de notre enseignement. À cause de son rôle fondamental dans la création de l'organisme de mots et de craie, la qualité de l'enseignement et du leadership en littératie est rehaussée continuellement à travers le pays. Mon nom est Laurence Robin, je suis la dernière stagiaire qui a pu partager la classe d'Yves Nadon. Il a changé ma vie d'enseignante avant même qu'elle ne débute. J'ai eu la chance de rencontrer Yves quand j'étais libraire jeunesse et il a gentiment accepté de me prendre pour mon dernier stage lors de sa dernière année d'enseignement. Il a changé ma carrière en me montrant comment mettre les livres au centre de tout, mais surtout en m'enseignant que l'éducation est une science et qu'il est primordial en tant que professionnel de toujours continuer de se perfectionner. Bonjour, mon nom est Julie Bouchard. J'enseigne au primaire depuis plus de 20 ans. Yves Nadon, pour moi, ça a été l'étincelle qui m'a donné envie de connaître et d'enseigner à partir des livres et de la littérature jeunesse. Ça a été l'histoire d'un cours intensif d'une fin de semaine seulement à l'Université de Sherbrooke où Yves Nadon s'est présenté, un de mes seuls, si ce n'est pas le seul enseignant qui enseignait dans des écoles primaires pendant mon parcours universitaire, qui est venu parler avec passion, dynamisme, de l'écriture, de l'importance des livres dans une classe. Ensuite, il est devenu celui par qui les nouvelles approches en enseignement d'écriture me parvenaient. Aujourd'hui, je le considère comme un mentor, mais maintenant aussi comme un ami. Merci pour tout, Yves. Bonjour, je m'appelle Nancy et j'enseigne en immersion française en Colombie-Britannique. J'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables dans ma carrière qui ont su inspirer ma pratique. J'ai eu le plaisir de rencontrer une de ses futures amies à Yves. C'était à Vancouver il y a plus de 15 ans. Elle avait été inspirée par lui et ses pratiques en littératie. Elle m'avait donc encouragée d'entrer en contact avec lui, ce que j'ai fait aussitôt. J'ai donc invité Yves à venir nous donner une conférence ici à Kamloops pour nos enseignants. Ce qui m'a inspiré le plus lors de cette journée, ce fut sa simplicité et son grand amour pour la lecture. Ces albums qu'il nous a lus cette journée-là, eh bien, je les ai achetés et je continue de les lire à mes élèves après toutes ces années. Merci Yves de m'avoir inspiré dans ma quête continuelle de chefs-d'œuvre littéraires. Bonjour, mon nom est Isabelle Robert, je suis enseignante. Un jour, alors que j'avais invité Yves à l'école pour venir parler à mon équipe école, il avait su que je m'étais inscrite à l'Institut d'été de New York cette année-là. Sans trop hésiter, il m'avait proposé de me joindre à son groupe pour l'hébergement, alors qu'il ne me connaissait pas vraiment. Wow, j'allais connaître des enseignants qui, comme moi, partageons les mêmes croyances au niveau pédagogique. Ce sont des personnes qui sont devenues des amis. Ces rencontres furent un point tournant dans ma vie professionnelle. C'est cette grande générosité d'Yves Nadon qui a propulsé et enrichi ma vie professionnelle. Merci Yves. Coucou du Lac-Saint-Jean, c'est moi, Jacinthe.
Yves, mon mentor, mon inspiration, mon phare dans ce monde parfois si grand qu'est l'éducation. Notre rencontre, tu étais dans la jeune trentaine, moi aussi. Tu animais un atelier sur l'apprentissage de la lecture à Québec. J'ai été foudroyée par tes propos, par ta passion, par ta fougue. Vivement ta manière, j'ai été imprégnée, influencée. Et depuis toutes ces années, tu nous as appris à peaufiner notre intuition, à détecter le vrai, à cibler les ouvrages, à cultiver notre voracité face à la pédagogie et surtout, à faire confiance à l'enfant, à croire en lui. Merci Yves de mettre en lumière la beauté dans chaque petit geste de l'apprentissage. Merci mon ami, tu es un grand. Je m'appelle Martine Arpin, je suis enseignante au primaire. Yves Nadon a eu un impact majeur non seulement sur l'enseignante que je suis, mais surtout sur ma compréhension de ce que le mot « enseigner » signifie réellement. Pour moi, c'est un leader, un rassembleur. Il a vu en moi des choses que je savais pas que j'avais, puis il m'a toujours poussée à aller plus loin. Je remarque la même chose quand on travaille avec des enfants, avec des enseignants. Sa passion, sa confiance, son honnêteté nous amène à toujours donner le meilleur de soi quand on le côtoie. Et surtout, j'ai le grand privilège qu'à travers les années, il soit devenu un ami précieux qui m'amène à être une meilleure personne par sa façon de toujours être authentique, droit et surtout rempli d'une grande humanité. Marjorie, enseignante en Suisse et passionnée de littérature jeunesse et d'enseignement de la littératie. Quand je parle, Yves précise toujours « Et quel accent !» Yves est avant tout devenu un ami pour qui je suis prête à parcourir des kilomètres pour placoter de littérature et d'enseignement, ou simplement visiter des expos et profiter de la vie. J'aime à l'appeler mon mentor du bout du monde quand je parle de lui avec mes collègues. Il a commencé par changer ma vie de pédagogue en 2007 déjà, lors d'une conférence sur la lecture en Suisse. Il a lu un magnifique album et a ensuite demandé à toute l'assemblée « Quelle est la couleur des chaussettes du héros ?» Dans ma tête, je me suis dit « Mais c'est quoi cette question ?» Yves est très très fort. Il fait partie de ces gens inspirants qui, avec une simple petite phrase, peut changer de nombreuses pratiques. C'est un rassembleur dans sa vision d'un enseignement de qualité et surtout généreux en partage d'expériences. Il a répondu à ma recherche de sens sur ce que j'enseigne à mes élèves. C'était un très grand pas pour moi. Bon là, je suis en train de lui passer de la pommade. Il adore cela. 16 ans que tu m'accompagnes, purée Yves, qu'est-ce que je me réjouis de notre prochaine rencontre. Oh, c'est bon, hein? Oh, je l'aime. Tous ces témoignages, ça met en relief ce que vous prôniez déjà dans vos 2 ouvrages publiés chez Chenelière Éducation, oui. Écrire au primaire, Réflexion et pratique en 2007, et Lire et écrire en première année pour le reste de sa vie, réédité en 2011. Moi, je fais 2 constats, puis vous me direz si je me trompe. D'une part, ce que vous mettez de l'avant et qui est repris dans les ateliers de lecture et d'écriture séduit certains enseignants, enseignantes passionnés et investis. On en a rencontré plusieurs ici à l'émission qui valorisent un enseignement avec de vrais livres en classe. Et d'autre part, je constate que ce sont des façons de faire qui en rebutent d'autres. Pourquoi, d'après vous? Ça doit être ma personne qui rebute. Ouais. Ah, ça! Alors, peut-être. J'ai déjà été plus cinglant et fougueux dans ma jeunesse. Oui. Puis je pense pas que ça a été très utile que je le sois. Mais bon, en dehors de ça, oui. Ça bouscule parce que ça vient jouer dans nos pantoufles. OK. Puis les pantoufles étant ce que j'ai appris comme élève quand j'étais au primaire, ce que j'ai vu comme élève quand j'étais au secondaire, ce que j'ai vu dans mes classes de stage quand j'ai été futur enseignant, et ce que je vois autour de moi dans les classes quand maintenant je suis enseignant. Il y a des traditions qui ont le dos large, disons. Okay. Et il y a beaucoup de traditions en enseignement. Et je pense que c'est là que ça bouscule. Ça vient dire que les traditions sont ce que c'est des traditions, mais qui reposent peut-être pas, qui reposent sur « on pensait que ». C'est le modèle qu'on a reçu, donc on le reproduit. Mais c'est toujours comme ça. Je veux dire, c'est dommage, mais on enseigne de la façon qu'on a eu comme enseignement. Voilà, on enseigne ça. Le vélo, je l'enseigne comme mon père l'enseignait. La marche, je l'enseigne comme mon père l'enseignait. Mais il y a des choses qui sont très efficaces. Mais là, au lieu de voir que... Quand on sait que 50% des adultes qui sortent des écoles, ceux qui réussissent leurs études, arrêtent de lire, on devrait se poser la question sur qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la lecture qui est si rébarbative ou c'est nos façons de faire? Puis ça, je pense qu'il y a des gens qui se sentent bousculés parce qu'on vient jouer dans les pantoufles de c'est peut-être pas la meilleure façon. Puis l'autre chose,
Il y a quelque chose de paradoxal en enseignement. Puis prenons l'écriture. Si je prends des cours de poterie, là, je parle vite parce que je prends des cours de poterie. Minutes, oui. Je vais voir le potier, je vais voir ses œuvres. Si je prends des cours de tennis, je vais voir le prof jouer au tennis. Je vais voir qui est compétent. Si j'ai un prof en écriture, il y a des bonnes chances que pendant tout le primaire et le secondaire, mon prof d'écriture, je ne vois jamais son écriture. Je ne vois jamais son œuvre, puis j'y touche jamais. C'est quand même paradoxal qu'on enseigne que ceux qui sont appelés à enseigner la lecture-écriture ne sont pas nécessairement des gens qui lisent et qui écrivent puis qui peuvent montrer leur œuvre aux autres. Je pense que où ça blesse aussi, c'est dans le discours de moi et d'autres, c'est faut que l'enseignant soit quelqu'un qui lise et qui écrive et qui apporte ça aux enfants dans sa classe. Si tu ne l'as pas, tu peux pas le donner. Pénac a dit une grande phrase, c'est ici soudain, puis j'espère que je le dis bien, ici soudain le professeur décidait de partager son bonheur de lire. Mais si t'as pas de bonheur de lire, qu'est-ce que tu as partagé aux élèves? Je pense que c'est là que ça blesse. Oui. D'accord. Yves Nadon, vous êtes un être humain sensible, un passeur pédagogique, un attiseur de passion. Ça, c'est pas mes mots, hein, c'est quelqu'un qui a témoigné tantôt. Vous êtes en recherche constante de sens. Vous faites bouger les choses, quitte à bousculer les idées reçues. Vous vous tenez debout, souvent, parfois seul. On va entendre d'autres témoignages maintenant, quelques-uns, qui mettent en lumière le rebelle avec du cœur en vous. Je m'appelle Isabelle et je suis enseignante en 5e et 6e année. J'ai toujours dit qu'Yves était un visionnaire et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'admire. Je trouve aussi que c'est un homme qui a le courage de ses opinions. Salut, je m'appelle David Goudreau, je suis travailleur social et écrivain. J'ai la chance de travailler avec Yves Nadon sur des livres jeunesse. C'est un éditeur qui m'accompagne avec brio, qui a su faire sortir le meilleur, je crois, de mes histoires pour les plus jeunes. Mais c'est aussi un ami qui a su m'accueillir et me donner un modèle d'homme qui se tient droit, qui n'a pas besoin de milieu acropophage pour valider qui il est, ce qu'il fait. Et c'est vraiment quelqu'un, je trouve, qui a une belle grande colonne vertébrale. Je l'admire pour ça, entre autres choses. Oui, moi je suis Daniel Pénac, je suis écrivain et ami d'Yves Nadon. Alors, on se connaît depuis si longtemps que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Et je suis allé dans ses classes. La chose qui m'a frappé, la première impression, c'est que le génie pédagogique de ce gars-là, c'est d'avoir immédiatement eu l'instinct de développer la création chez les enfants. C'est-à-dire qu'au lieu de se satisfaire d'une pédagogie qui évalue, lui, il pratique une pédagogie qui fait créer les enfants. Et immédiatement, les enfants sont heureux d'apprendre parce qu'ils créent en apprenant. Et ça, c'est la pierre philosophale de l'éducation. Et il l'a trouvé. Il l'a trouvé, il l'a pratiqué. Et après David Goudreau, on a entendu Daniel Pénac. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous touche, qui vous rejoint tant chez Daniel Pénac? Le départ, c'est comme un roman. Oui. Quand Daniel a écrit comme un roman, ça m'a réjoui. Ça m'a aussi fait dire, ben là, c'est dit, là. Puis il le dit de façon magnifique, c'est pas dans des termes scientifiques. Il s'adresse au lecteur avec des termes aimants de la lecture, puis il touche le problème de front. Bon, on va pouvoir passer à autre chose, Daniel le dit. Ça, c'est mon premier contact avec Daniel Pénac, mais j'admire aussi Daniel parce que je trouve que c'est un bel être humain qui m'a donné des leçons assez fortes sur ce que c'est que des vraies conversations avec des gens et non pas des questionnaires et des... Voilà. Mais Daniel a dit, comme un roman est un livre magnifique, je veux dire, j'ai jamais rien lu qui est aussi beau sur la lecture, aussi fort sur le métier d'enseignant, puis aussi profond sur ce que la lecture devrait être en salle de classe, puis ce qu'elle va faire à l'élève aussi. Il n'y a personne qui a écrit un texte. J'en ai lu en anglais, en français, j'en ai lu plein d'essais, mais cet essai-là sur la lecture reste pour moi l'essai avec un L majuscule et un E majuscule de... Tout le monde devrait lire ce livre-là pour replacer. J'espère que M. Drainville l'a lu
ou quelqu'un va lui offrir puis qu'il va le lire, ça devrait influencer toutes nos politiques. Quel grand livre, quel grand homme, mais quel grand livre. Là, qui devrait nous guider. Oui. Cher Yves Nadon, merci de vous être prêté au jeu. C'est déjà tout, hein, au jeu de la radio. Je ne sais pas si je dois vous remercier que je vais pleurer une grande partie de la route ou je vais être ému une grande partie de la route ou je vais... Voilà. Mais merci d'avoir pris ce temps avec nous. Dans le contexte, je précise qu'on enregistre cet épisode juste avant la tenue du congrès de mots et de craies et que vous avez fait le chemin vers nous malgré la distance et le temps qui se comprime. Merci pour vos mots, pour votre fougue, pour votre droiture, pour votre capacité d'indignation. Au plaisir d'une prochaine rencontre, Yves. Oh, merci Marie, c'était vraiment chouette. Et moi, j'ajoute que dimanche prochain, le 4 juin à Marie Raconte, ça va être la 200e de l'émission. Oh là là, quand même. Et je lirai l'album La Carotte, la Brute et le Truand d'Olivier Chénier, publié chez Deux. Ben tiens, il n'y a pas de hasard. Non, merci Marie. Et c'est ici que l'émission d'aujourd'hui se termine. Je remercie invités et collaborateurs, Yves Nadon, éditeur, auteur, consultant en éducation et formateur, les complices France Leduc, Martine Arpin et Isabelle Robert, toutes les personnes qui ont préparé un témoignage, Marie Barguirgian et Mathilde Routy pour Raconte-moi une histoire, Michel Brûlé au soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie et au montage et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour la dernière de la saison. Bonne lecture!